Et bonjour à tous et merci pour votre présence sur ce webinaire. Pour ma part, comme vous savez, je suis le planteur de PC, je suis Julien Francoal et je serai avec Marie Chabaye. Nous sommes tous ces spécialistes stockage et c'est avec plaisir que nous allons parler aujourd'hui d'archivage. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petites règles qu'il faudrait qu'on instaure en début de ce webinaire. Oui, effectivement, en fait, on est beaucoup sur cette réunion, donc pour ne pas couper la présentation et pas perdre trop de temps pour ceux qui veulent écouter la présentation, on posera les questions, en fait, l'ensemble des questions à la fin. En attendant, si vous avez des questions qui vous viennent et que vous ne voulez pas les oublier, vous avez un module de chat à travers duquel j'ai déjà communiqué avec vous sur le module qui apparaît à droite sur votre écran, hein, le petit module GoToWebinar. Donc vous pouvez vous poser vos questions, on reprendra l'ensemble des questions à la fin devant l'ensemble de l'audience, il n'y a pas de problème, on n'oubliera pas votre question. Voilà, donc on peut commencer et merci beaucoup pour votre présence. Ok, parfait. Du coup, oui, ce webinaire en fait aura pour but d'expliquer clairement ce qu'est l'archivage et surtout à quel moment lors de la vie d'une donnée nous pouvons utiliser ce terme. Et après, sans entrer dans les détails techniques, nous allons discuter des différentes solutions existantes qui peuvent être mises en place en termes de projet d'archivage et voir en fonction des objectifs de chacun, laquelle peut être la plus adéquate. Ça devrait prendre une vingtaine de minutes à peu près. Donc alors, quand on parle d'archivage, qu'est-ce que l'archivage? Donc l'archivage, en fait, quand on en parle, souvent on peut avoir on peut avoir entendre le terme la boîte de Pandore. En effet, c'est un terme très large. Et quand on discute avec plusieurs clients, même architectes, plusieurs personnes peuvent avoir différentes définitions, qui sont bonnes ou mauvaises, c'est pas là la question, mais c'est de dire que voilà, les limites, même dans les hautes sphères de l'archivage, sont pas encore totalement définies. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de dire que l'archivage, pardon, est un stockage à froid. C'est-à-dire que nous parlons d'une donnée qui n'est plus nécessaire ou qui n'est plus pertinente au sein du stockage de production et de backup, au sein du stockage actif. Elles sont plus utilisées et prennent de la place, mais doivent être malgré tout conservées pour diverses raisons. Marie quand fera une petite aparté là-dessus pour expliquer les raisons de pourquoi archiver. Mais voilà, donc on doit continuer quand même à les conserver, même si elles ne sont plus utilisées, même si elles ne sont plus forcément utiles. Un exemple, en fait, c'est par exemple aujourd'hui vous travaillez sur un projet. Vous avez pris une année à faire ce projet, ça a été très fructueux, ça a été un succès. Sauf que pendant une année, c'est des données qui ont été rapport à ce projet ont été très fortement actifs, très utilisées, et maintenant que le projet est terminé, ces données ne sont plus utilisées. L'idée en fait c'est de dire je n'en ai plus besoin, elles prennent de la place sur mon stockage actif, mais par nécessité peut-être juridique, légale ou par nostalgie, on ne sait jamais, on doit conserver ces données sur d'autres médias. On les fait sortir du média de production ou de backup pour les mettre sur d'autres médias. C'est là qu'on parle d'archivage, c'est à ce moment-là qu'on y est. Donc voilà, la précision c'est le backup n'est pas l'archivage. Le backup reste un environnement actif et un secours de la production. Ce n'est pas de l'archivage. Donc, quand on parle d'archivage, on parle de stockage qui est généralement en tier 3 sur une période très longue, voire ad aeternam, et qui est peu accédé avec des process bien définis, permettant d'établir quand est-ce qu'une donnée est à archiver ou non. Donc, l'archivage évolue aussi. Il n'y a pas longtemps de cela, archiver impliquait généralement des solutions hardware de type bande et disque, et on s'arrêtait là. Aujourd'hui, on peut voir tout ça d'une autre manière. En effet, on peut utiliser le terme cloud quand on parle d'archivage aujourd'hui, de flexibilité, de management simplifié, et de fiabilité renforcée aussi. Donc ça, c'est des termes qu'on va voir dans les différents use cases, dans les différentes solutions qui peuvent être mises en place. Mais avant d'aller sur ces sujets, il va être pertinent de discuter, de voir pourquoi on parle d'archivage aujourd'hui. Alors, effectivement, pourquoi on parle d'archivage et pourquoi une organisation va en arriver à archiver des données? L'archivage, ça regroupe beaucoup d'enjeux. On recense beaucoup de raisons pour lesquelles vous allez définir votre politique d'archivage. La première des raisons, et la plus évidente, celle qui a rapport le plus souvent avec les hôpitaux par exemple, c'est le respect des contraintes réglementaires. Pour gérer l'intégrité de vos documents et ne pas perdre l'information, éviter la perte des données, on va archiver les données. Et c'est aussi en fait la gestion et la conservation de l'information par rapport à un cycle de vie réglementaire. Vous êtes contraint par la loi d'archiver certaines données, même si elles ne sont plus actives, même si elles ne sont plus utilisées. La seconde raison, c'est la gestion des risques et les coûts associés aux risques. Par risque, j'entends les risques juridiques. Les risques juridiques, c'est en fait quand vous avez une activité, par exemple d'assurance ou une autre activité qui a rapport avec des clients sur lesquels on peut avoir des recours juridiques contre votre organisation, vous devez garder pour protéger votre entreprise une trace des actions
qui ont été effectués par l'ensemble des utilisateurs. Donc pour vous préserver en fait des coûts humains et des erreurs, vous allez conserver en somme ces preuves légales en cas de recours et conserver les données qui sont sensibles pour votre société. La troisième des raisons, c'est aussi maintenir un accès simple à la formation pour les utilisateurs finaux. Comme l'a évoqué Julien, on va reprendre l'exemple du projet qui s'est terminé. Si ça fait, mettons, 2 ans que vous avez terminé votre projet et qu'un autre projet en rapport ou similaire survient, et bien, vos utilisateurs doivent être en mesure en fait, de retrouver les données pertinentes, même si elles sont anciennes. Donc, pour pouvoir respecter les temps d'accès, les niveaux de service et être transparent vis-à-vis de vos utilisateurs finaux, vous devez mettre en place une politique d'archivage qui vous permet en fait de satisfaire ce besoin. La quatrième des raisons, et non des moindres, c'est le contrôle des volumes de stockage. On est dans une période où les données en fait évoluent beaucoup et votre volumétrie va évoluer beaucoup. Donc en fait, les volumes vont croître dans le temps. Et afin de faire des économies en fait, au niveau des médias de stockage choisis, vous allez choisir de déplacer les données les moins accédées sur les médias les plus cohérents et donc les moins chers. C'est la raison pour laquelle on va définir plusieurs tiers d'archivage notamment. Voilà, j'en ai fini avec les raisons d'archivage. Julien, si tu veux bien reprendre la main. Bien sûr, ouais. Bah maintenant, en fait, du coup, c'est beaucoup plus clair sur qu'est-ce que l'archivage, pourquoi archiver. Donc voilà, maintenant, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on parle d'archivage. Quelles sont les solutions qui peuvent se faire. La première est l'archivage sur site, la plus classique, celle que tout le monde doit connaître aujourd'hui, qui est et sera toujours une nécessité lorsqu'on parle d'archivage. L'archivage légal dont Marie a parlé tout récemment est un exemple. Vous êtes obligé d'avoir ces données sur site, de les archiver sur site. Donc c'est le plus adapté à ce besoin. Donc pour ce faire, ça se fait sur bande ou sur disque. Donc en fait, c'est comme on revoyait la définition de tout à l'heure, hein, une fois que les données sont dites froides, vous les mettez sur des médias qui vont gérer l'archivage. Donc quand on parle d'archivage sur site, souvent c'est pour des montants de données, enfin le plus pertinent d'une dizaine de téra. Quand on va à plus d'une centaine de téra, là il faut réfléchir à des solutions qu'on va voir un petit peu plus en détail, plus évolutives. Du coup je voulais faire une petite aparté aussi sur la bandothèque en fait en termes d'archivage, en termes de matériel à proprement parler. Parce qu'aujourd'hui quand on parle d'archivage, on parle de bandothèque. Et ça a vraiment sa pertinence parce que déjà en termes de coût, c'est un faible coût comparé à stockage équivalent. La bande reste le matériel le moins coûteux sur le marché, à comparaison avec le disque. C'est une durée de vie qui est très forte. Aujourd'hui, une bandothèque a une espérance de vie de 10 ans minimum et cela peut s'étendre jusqu'à 20 ans voire plus, ce qui est le double d'une durée de vie d'un disque aujourd'hui. Bien sûr, cela prend en compte les évolutions des générations LTO. Et c'est là que je voulais faire cette petite aparté sur les bandes LTO. Aujourd'hui, on parle d'archivage sur bandothèque. Le matériel est très résistant, peut durer dans le temps. Mais il faut toujours, quand on met en place cette stratégie, réfléchir à l'évolution des bandes LTO. Aujourd'hui, par exemple, on est sur des bandes LTO de génération 7. Et un exemple, aujourd'hui, vous avez investi dans le passé sur des bandes de LTO de génération 5. Elles peuvent être lues et écrites sur des générations 7. Par contre, si on bascule sur la génération 8 et que la génération 7 n'est plus en vente, vous allez avoir besoin de faire une migration. Et ça si jamais, imaginons, vous avez votre bandothèque qui ne fonctionne plus, vous avez besoin d'évoluer, etc. Donc vous ne pourrez plus lire vos bandes de génération 5 sur des générations 8. Donc ça, voilà, c'est suivre, faire attention à ces évolutions. Elles se font sur plusieurs années, hein, vous avez le temps, mais toujours prendre en compte ces évolutions pour éviter une migration qui peut parfois être coûteuse quand on en a besoin. Et quand on parle aussi maintenant de bandothèque, et ça on en parlera un petit peu plus en détail, c'est aussi du management simplifié. Avant, c'est vrai, quand on parlait d'archivage sur de la bandothèque, ça paraissait un petit peu archaïque, dire attention, je vais avoir plein de bandes stockées partout, je ne sais pas comment je vais pouvoir retrouver mes données, etc. Maintenant, des logiciels de la gamme de type SDS, notamment Spectrum Protect et Archive, permettent de mieux manager et de simplifier la vie des administrateurs et utilisateurs. Ça, on en parlera dans les use cases un petit peu plus tard. Donc, une fois de plus, voilà, l'archivage sur site est très intéressant, mais ça dépend de la stratégie que vous souhaitez mettre en place sur le long terme. Et ce fut une époque où j'aurais pu m'arrêter là et vous faire une énumération des différentes bandothèques qu'on a de disponibles chez IBM. Mais là, je vois le regard insistant de Marie qui me dit que non, il y a d'autres choses qui se font et que justement, elle va se faire un plaisir de vous expliquer un petit peu plus en détail.
Donc voilà, effectivement, l'archivage, ça se résume plus à la bande. La bande, c'est un excellent média, hein, pour toutes les raisons que Julien a évoquées précédemment, mais on a certaines stratégies de stockage qui requièrent plus d'agilité. Donc dans ce cas, vous pouvez mixer une stratégie on-premise, donc avec votre propre infrastructure, j'entends, et mettre une partie de l'archivage dans le cloud grâce à des logiciels très, très performants. Donc vous pouvez mixer votre archivage bande et décider de déplacer une partie des informations sur le cloud pour faire soit un gain de place ou selon différentes raisons que je vais évoquer ci-dessous. Avec le cloud, c'est pas la même logique en fait. Vous avez une visibilité sur le budget qui est différente. Vous contrôlez vos coûts et vous avez un œil sur vos dépenses d'une manière différente qu'avec un budget d'investissement et en investissant dans des cassettes ou en investissant dans une bandothèque. Ici, on va parler de coût d'opération, c'est-à-dire que si vous avez un pic en fait d'activité et que vous avez besoin d'archiver très rapidement et de manière très agile en fait des données, et ben, vous n'avez pas forcément le temps de demander à votre directeur financier de vous allouer du budget, de racheter une bandothèque, de racheter des bandes. Enfin voilà, c'est très lourd quand même comme projet. Donc vous pouvez choisir en fait temporairement ou de manière plus permanente d'archiver vos données sur le cloud. Effectivement, c'est hybride. On ne va pas jeter à la poubelle votre infrastructure existante. On ne va pas vous empêcher de continuer à acheter des bandes et des bandothèques. Hein. Ce n'est pas notre point ici. Hein. C'est juste qu'on veut en fait capitaliser sur votre infrastructure existante et la compléter grâce à des logiciels donc, de stockage sur du cloud pour vous offrir une agilité à très court terme. On va aussi parler d'un certain gain de place. Quand je parle souvent à des clients qui, pour des raisons diverses, doivent doubler l'archivage en fait pour des raisons de sécurité. Ils vont avoir un archivage sur site, sur un site primaire, et puis ils vont devoir en fait mettre en place un projet pour avoir un second site. Donc voilà, ça va coûter très cher. Il va falloir mettre en place des liaisons fibres avec un deuxième building qu'il va falloir louer, racheter des bandothèques, racheter des bandes. Donc voilà, grâce à des solutions très simples IBM, vous pouvez en fait vous offrir un second site sans pour autant investir dans de l'espace au sol. Donc ça peut être très avantageux. Voilà. On est fini avec cette seconde méthode, mais j'aimerais vraiment insister sur le point que c'est une méthode que vous pouvez mettre en place sur du très court terme et un peu de manière à un plan de secours en fait que vous pouvez mettre en place sur une période en cas d'urgence. Ouais, effectivement, et ces deux solutions sont vraiment très complémentaires. On peut très bien commencer sur de l'archivage sur site et après aller sur de l'archivage un peu plus hybride ou totalement externalisé. Voilà, là c'est vraiment en fonction de sa stratégie, sa réflexion. Après, ce sont les meilleures en fait dans ces domaines en termes d'archivage d'un point de vue technique et économique. Mais arrivé à un nombre important de données archivées, elles peuvent devenir moins intéressantes, surtout d'un point de vue économique. En effet, c'est quand même de l'entretien quand on parle de matériel, de l'espace, de l'énergie consommée, du management. Donc voilà. Du coup, IBM a réfléchi à une offre autour du stockage objet pour justement aider à gérer, manager un archivage qui peut être au-dessus de 500 Tera. C'est la limite que on s'est défini. Du coup, d'un point de vue technique, c'est là qu'est née l'offre COS. Cette solution, en fait, à partir de 500 Tera, offre une pertinence d'un point de vue économique. Attention, en dessous de 500 Tera, elle fonctionne très bien aussi. C'est juste que si jamais on doit comparer les deux premières offres dont on a parlé et celles que je suis en train de faire, c'est juste la limite 500 Tera d'un point de vue économique, c'est avantageux. Alors, je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les archives, au même titre que le stockage et sa sauvegarde, sont copiées sur différents sites physique ou cloud et cela implique un double voire un triple investissement en termes de matériel et ou services. Jusqu'à un certain nombre de données c'est viable, mais lorsque l'on dépasse les 500 Tera en archivage bien entendu, il devient pertinent de voir autrement. C'est là qu'entre en jeu la solution COS, Cloud Object Storage. Le standard le plus sécuritaire qui est venu des banques en fait est de dire qu'il faut avoir 3 sites voire 4 sites distants sur lesquels les données archivées sont copiées. COS part de ce principe. Il utilise ces 3 sites aussi, mais ne copie pas les données. Il les répartit. On peut voir en fait dans l'exemple sur la présentation ci-dessous, vous avez votre serveur relié à vos 3 sites distants. Donc
une infrastructure hybride avec 2 sites on-premise et un site en cloud de 500 Tera chacune. Donc c'est quand même de l'investissement, c'est en termes de matériel, en termes de services, de management. Vous souhaiteriez pouvoir diminuer les données sur les différents sites. Donc soit aller vers plus de cloud ou alors vers COS. Donc en fait COS, pour but de répartir, c'est les données sur les 3 sites plutôt que de les copier. En effet, le logiciel ou l'AP1, je vais vous montrer, va être mis au niveau des serveurs et vous pouvez voir le chiffre en dessous a changé. Ce sera plus 500 Tera que vous allez avoir sur votre site, mais 167 Tera. En fait, vous allez diviser par 3 les données que vous aviez dans sa totalité. En fait, en répartissant ces données à l'aide d'un puissant algorithme, COS va être capable de répartir ces données sur les 3 sites, aussi bien physique que cloud, totalement physique ou totalement cloud, peu importe, et les restituer en cas de perte de l'un des sites. C'est-à-dire que si vous perdez un de vos sites, vous pourrez récupérer via l'algorithme les données qui auront été perdues physiquement ou sur le cloud. Donc ça veut dire que pour le même niveau de sécurité, vous n'avez plus besoin d'investir 3 fois 500 Tera comme c'était le cas dans l'ancienne solution, mais seulement 3 fois 167 Tera. Clairement, c'est l'avenir. Mais c'est intéressant d'un point de vue économique, je me répète, à partir de 500 Tera. En dessous, c'est vrai que les 2 solutions qu'on a vues en amont sont toujours les plus intéressantes. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur le long terme concernant sa stratégie d'archivage, car elle implique un investissement sur des bêtes disques. C'est-à-dire quand on parle de COS, si on veut évoluer dans le futur vers cette solution, il va falloir avoir du matériel qui soit en adéquation. Et ce sera du matériel disque. Donc si vous investissez des bandothèques lors du lancement de vos projets et que vous constatez au bout de 3 ans que vous êtes à 800 Tera et que la solution Cloud Object Storage serait pertinente, vous aurez investi sur des bandothèques et ce ne sera pas pertinent pour l'évolution. Donc voilà, c'est vraiment l'objet en fait de ce webinaire, clairement, de dire réfléchissons avant d'agir. Donc les cas d'usage, on va venir un petit peu, ça va nous permettre de pouvoir mettre tout ça dans l'ordre, parce qu'on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui peut se faire, mais comment et pourquoi ça se fait. Donc en fait, le premier cas, je reviens sur la première situation que j'avais expliquée, est celui d'une solution on-premise. Donc là, par exemple, vous avez aujourd'hui votre infrastructure classique, vos données qui sont sur votre stockage actif et qui des données deviennent froides et qu'il faut archiver. Donc en fait, au bout d'un certain nombre de jours, qui sera paramétré par vous-même, vous estimez que les données ne sont plus utilisées durant ce laps de temps, elles sont estimées comme froides et du coup doivent être archivées. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avant, ça se faisait d'un point de vue très manuel. C'était pas automatique et c'était assez conséquent en termes de temps et d'investissement. Maintenant, en fait, avec ce que je disais dans la première présentation, vous avez des logiciels qui permettent d'aider clairement le management de l'archivage et son automatisation. Le premier est le Spectrum Protect. Quand je parlais de dire qu'une donnée qui est active après X jours d'inactivité devient archivée, c'est Spectrum Protect en fait qui le manage. C'est l'une des grosses facultés de Spectrum Protect. Il va gérer votre archivage et vous rendre la vie plus simple en tant qu'administrateur. En fait, il permet d'auto-archiver les données inactives dans les disques ou bandes prédéfinis. Et vous êtes donc à retrouver les données pour les utiliser d'une manière beaucoup plus aisée. Et aussi, vous avez Spectrum Archive. Spectrum Archive, en fait, c'est plutôt d'un point de vue utilisateur qui va leur permettre d'avoir un accès direct aux archives sans avoir à faire de demandes particulières, vous, administrateur. À part un temps de chargement un petit peu plus long, qui sera en fait dépendant des médias que vous aurez, donc bandothèque, ils ne verront rien. Spectrum Archive va classer les données archivées et les rendre directement utiles et visibles aux utilisateurs. Cela rend donc ces derniers totalement autonomes en termes d'accès aux données archivées et permet aux administrateurs de se concentrer sur les sujets plutôt actifs, les projets en cours. En effet, ce cas d'usage est classique, mais amélioré grâce au Software Defined Storage et l'offre Spectrum d'IBM, qui permet en fait de rendre l'archivage totalement transparent aussi bien pour les administrateurs que pour les utilisateurs. Et ces derniers montrent aussi toute leur pertinence concernant les solutions hybrides. Et ça, Marie va nous en parler un petit peu plus en détail. Voilà, donc ici, on va retrouver en fait finalement le même cas d'usage. Vous écrivez vos données de production sur votre B, sur des disques, sur du flash, quoi que vous ayez choisi. Et puis au bout d'un certain nombre de jours,
les données passent en archivage. Et grâce à Spectrum Protect, on peut, le logiciel qu'a utilisé Julien dans la slide précédente, on peut considérer SoftLayer, qui est compatible avec notre offre Software Defined Storage, comme média de stockage de destination en fait. Donc vous considérez SoftLayer comme une destination d'archivage grâce à Spectrum Protect. C'est une solution, Spectrum Protect, qui offre une grande flexibilité par rapport à des cas typiques de cloud hybride et d'infrastructure hybride, parce que vous pouvez en fait choisir à la carte et au cas par cas votre scénario. On peut premièrement mettre l'archivage on-premise sur le site de production et mettre le backup de l'archive complètement dans le cloud. On peut aussi mettre l'archivage légal sur site, conserver l'archivage légal sur site sur des bandes de texte, sur des bandes, et mettre les données non réglementées dans le cloud, ce qui vous fait concentrer l'archivage sur site sur des données qui sont vraiment critiques et des données légales. La troisième solution, c'est de mettre tout l'archivage sur le cloud, et c'est le cas de figure qui apparaît à l'écran. Voilà, vous pouvez mixer tous les cas de figure, choisir d'avoir vraiment un archivage hybride, donc un petit peu d'archivage chez vous sur site et un petit peu dans le cloud, complètement dans le cloud, et avec des proportions qui sont tout à fait à la carte et selon ce dont vous avez besoin. Et tout ça grâce au même logiciel. IBM Spectrum Protect va gérer votre archivage sur site et votre archivage dans le cloud. Ça gère l'ensemble des cas de figure. Donc c'est plutôt intéressant en termes d'agilité et de flexibilité aujourd'hui. C'est votre choix, c'est vous qui définissez votre politique. Voilà, clairement, maintenant on peut faire ce qu'on veut, et c'est vrai que quand on parlait de cloud, flexibilité, là, voilà, les cas d'usage permettent vraiment de le démontrer. Donc, ces deux cas d'usage montrés, en fait, sont une fois plus vraiment pertinents. Mais pour le dernier, en fait, concernant COS, il réunit les deux derniers cas d'usage, clairement. C'est juste qu'à partir d'un montant de données assez important, 500 Tera, la réflexion doit se faire autrement. Et ça dépend donc en fait de la quantité que vous souhaitez archiver. On sait que dans les années à venir, si jamais par exemple dans les années à venir on sait qu'on va dépasser les 500 Tera, il est alors nécessaire de s'orienter vers ce cas d'usage, si l'on souhaite bénéficier d'une solution plus économiquement avantageuse. Donc en fait ça peut se faire de deux manières. Imaginons, vous souhaitez, vous lancez votre projet par exemple et vous avez estimé que vous allez avoir directement 200 Tera archivés. Et vous savez que dans les années à venir, 2, 3, 4 ans, peu importe, vous allez atteindre 800 Tera et ça va être assez conséquent. Vous pouvez faire ça de deux manières. Soit vous investissez sur du matériel de type disque, on-premise, et aussi en cloud, et vous archivez vos données sur ces médias. Après, une fois que vous aurez atteint un nombre de données très important, là vous pouvez basculer sur la solution COS qui s'adaptera très bien à l'environnement que vous aurez déjà mis en place, parce que ce sera du disque et du cloud. Ou alors tout simplement vous pouvez commencer directement avec l'offre Cloud Object Storage à 200 Tera et la faire évoluer jusqu'à des volumétries très importantes. Comme je me répète, mais comme je disais tout à l'heure, elle fonctionne très bien en dessous de 500 Tera. Elle est même idéale. C'est juste que d'un point de vue économique, ça dépend ce qu'on veut faire. Il est plus avantageux d'utiliser les deux cas d'usage précédents en dessous de 500 Tera. C'est qu'on va aller au-dessus de 500 Tera. La Cloud Object Storage a toute sa pertinence. Donc, clairement, c'est là qu'on va finir, et je laisserai Marie avoir le dernier mot de la fin. Mais voilà, je voulais juste rappeler une dernière fois, c'est que quand on parle d'archivage, on doit vraiment, et c'est indispensable, réfléchir en avance de phase concernant sa réflexion, car on parle de sujets qui vont sur 10, 20 ans. Donc du coup, c'est pas parce que dans les 2 ans on estime avoir un tel montant de données archivées que la réponse sera toute faite avec le on-premise. Ça peut évoluer très vite et tout ça, il faut l'anticiper. Donc voilà, Marie, je te laisse avoir le dernier mot de la fin, et je pense que ça rejoint vraiment ce que je disais tout récemment. Oui, effectivement, je vais vraiment rejoindre Julien sur le sujet de l'archivage. C'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Quand vous définissez votre archivage, il faut le prendre en avance de phase. Avant même de choisir une technologie, il faut vous projeter à très long terme, entre 10 et 20 ans, pour pouvoir en fait définir votre politique et pas gaspiller de l'argent et du matériel. Parce que si vous investissez dans une certaine technologie et que vous vous rendez compte finalement que ce n'est pas la bonne technologie abordée et que la technologie qui a été abordée n'est pas compatible avec ce que vous voulez faire par la suite, c'est un petit peu dommage d'avoir gaspillé en fait votre temps si on peut l'éviter. Donc ce que je voudrais vraiment vous conseiller, c'est de poser vos bases dès le début de votre réflexion avec le bon partenaire technologique pour vous accompagner en fait dans toute la durée de vie de vos données et de votre archivage.
Donc, on est là pour ça. IBM est là pour vous aider. Julien et moi, on est à votre disposition pour en discuter avec vous. Hein. Les projets d'archivage, on commence à en avoir l'habitude. On a beaucoup de clients qui nous en ont parlé récemment. Donc, on se fera vraiment un plaisir de vous avoir au téléphone et d'en discuter avec vous. Voilà, donc je pense qu'on en a terminé. J'aimerais juste annoncer, si vous êtes intéressé en fait par la solution Cloud Object Storage, on a un architecte en fait qui va venir en parler le 17 novembre, donc par le biais d'un webinaire. Maintenant vous êtes rodés. Le 17 novembre, on a un webinaire technique en fait sur COS, Cloud Object Storage, et vous allez pouvoir en fait voir vraiment comment ça fonctionne d'un point de vue techniquement et poser toutes vos questions techniques. En attendant, si vous avez des projets très urgents à nous faire part, on vous mettra en face des bons architectes pour pouvoir en discuter et nous on sera là aussi pour vous conseiller. Ouais, clairement. Comme vous avez vu, on a pu voir la couche supérieure de cette offre. Mais c'est quelque chose qui est voilà, très complet, très futuristique. Et voilà, après, s'il y a besoin urgent d'en avoir des renseignements, on pourra totalement vous aider. Sinon, il y a le webinaire du 17 novembre. Voilà, donc c'est bon, on en a terminé. On peut terminer là aujourd'hui. Et puis, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.